Moi, j'ai fait un événement avec un dirigeant chinois qui a chuté en montant sur scène. On peut mettre des années à construire une réputation, une crédibilité et une marche pour que ce soit hyper difficile à rattraper derrière. Quand on est obsédé par l'argent, on fait des conneries. Quand on est obsédé par la qualité, on fait de l'argent. On recrute entre 60 et 80 personnes par an. On a l'ambition de donner à la communication un super pouvoir de changer la vie. Et sans com, on n'embarque pas les gens. C'est une OP qui est vraiment magique pour nous. C'est vrai que c'est une OP un peu folle. Quand les créatifs sont venus, ils ont dit ici, on transforme l'aéroport Charles de Gaulle pendant une journée en aéroport Anne de Gaulle. On va pas changer le monde uniquement avec des taxes et des normes. C'est sûr. Donc, si on veut que les gens considèrent que la voiture électrique c'est cool, si on veut qu'ils considèrent que l'investissement socialement responsable c'est cool, il faut le rendre sexy. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Very Backstage, un podcast dédié aux coulisses des grands événements et des stratégies de communication. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Julien Carrette, qui est directeur général d'Havas Paris, qui a été anciennement directeur général d'Havas Event. Il a commencé stagiaire chez Havas et il a fini directeur général. Donc il a un parcours vraiment atypique et ça va être intéressant de pouvoir décortiquer comment est-ce qu'il en est arrivé là. On va prendre le temps de parler aussi d'Havas Event avec tous les grands événements de l'agence de communication événementielle, notamment son rôle majeur dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On va prendre le temps de parler aussi un peu avec Julien d'un point de vue personnel sur ce qui l'a amené à devenir DG et ses décisions au quotidien avec ses doutes et ses réflexions. Et on prendra le temps également de pouvoir parler d'Havas Paris avec les grandes stratégies de communication qui ont fait le groupe de communication. Et voilà, je vous propose d'attaquer tout de suite. Bonjour Julien. Salut. C'est vraiment sympa de pouvoir venir jouer le jeu, qu'on puisse un petit peu échanger ici. Je sais que tu as peu de temps, un peu de bande passante au quotidien, donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir. Je t'en prie, c'est un plaisir. Tu peux te présenter un petit peu rapidement, nous dire ton âge, ton parcours, ton rôle, combien il y a de salariés chez Havas Paris pour qu'on saise un petit peu le volume d'activité d'Havas Paris tout simplement. Je m'appelle Julien Carrette, j'ai 48 ans, je suis patron, on est deux copatrons chez Havas Paris, Mayada Boulos et moi. C'est une boîte qui fait 550-600 salariés, en incluant ses activités centrales et puis des activités périphériques, parce qu'il y a pas mal de métiers, notamment l'événementiel dont on va parler, et d'autres de production qui sont rattachés à Havas Paris. Et on fait partie du groupe Havas et au-dessus Vivendi, qui est un grand groupe de communication français qui intervient aussi dans la télé avec Canal+, l'édition avec Lagardère, les jeux vidéo avec Gameloft, etc. Ouais, c'est un très très gros groupe. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Havas, du coup là ? Ça fait depuis 98, donc 26 ans. Je mérite une médaille du travail. Ouais, voilà. c'est clair. Surtout de fidélité, de longévité, parce que c'est des métiers un peu usants aussi. Et la communication, d'être directeur général aussi, ça doit être des métiers assez stressants, j'imagine. Pour revenir un peu rapidement juste sur ton parcours, est-ce que tu peux nous dire un peu quel était ton premier job étudiant qui t'emmène ensuite dans ce chemin pour aller jusqu'à directeur général ? Mon premier job étudiant, le premier stage que j'ai fait, c'était en agence immobilière. Ok. J'ai vendu une maison pendant mon stage, j'étais content. T'as réussi à vendre une maison ? J'ai réussi à vendre une maison, une petite maison, une maison de 50 mètres carrés. Ok. Voilà. J'ai fait un stage dans la distrib, dans un réseau de distrib, et puis après j'ai fait un stage chez Euro RSCG, qui est l'ancêtre d'Havas. Et puis j'ai été embauché, donc transformé mon stage en CDD, puis CDI. Et puis c'est comme ça que je suis rentré chez Havas. J'étais au départ au réseau des agences en région. Je sais pas si tu sais, mais à Havas, des agences, à l'époque, ils en avaient partout, à Lille. T'étais basé où du coup ? J'étais basé à Paris. T'étais basé à Paris. Mais on avait un réseau d'agences à Bordeaux, Marseille, Lyon, Lille, Reims, etc. Ok. Et je bossais avec un mec qui animait ce réseau d'agences pour faire des compétitions, de la cross-fertilisation de métiers Bien sûr. dans ces agences. Voilà. Ok, et quand tu es arrivé du coup en stagiaire chez EuroSG / anciennement Havas, est-ce que tu t'imaginais, tu avais déjà l'ambition de pouvoir te développer toi-même personnellement dans un groupe comme ça, d'arriver DG? Si on te l'avait dit à l'époque, tu l'aurais cru. C'était quoi ta réflexion? Non, mais je n'avais pas spécialement de plan de carrière. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire de construire une carrière, à vrai dire. J'aimais bien ce secteur. Ça me passionnait, à la fois la pub et puis les médias, la communication, le journalisme, les stratégies d'entreprise. Et puis j'étais curieux et je trouve que quand on est curieux, qu'on s'intéresse à un sujet, il devient encore plus passionnant. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir creuser ce sujet en étant beaucoup sur des compétitions. Okay. Vous savez que la pub, ça marche par appel d'offres ou compétition. On met 3-4 agences dans une compétition, on leur donne un mois pour travailler, puis au bout d'un mois, elles rendent leur copie et on choisit la meilleure.
où la meilleure est la plus convaincante. Et donc, c'est une école dans un temps très restreint, d'élaborer une stratégie, d'élaborer une création, un plan d'action, de présenter des équipes et de convaincre. Et un peu comme dans une petite campagne électorale en temps restreint, comment on embarque un client dans notre Et du coup, stratégie. tu bossais sur ce genre de stratégie-là, et du coup, ça t'a amené à présenter, à valoriser ta créativité. Tu penses que c'est quoi qui t'a fait du coup passer tous les échelons? C'est ta capacité de stratégie, ta réflexion? Comment est-ce que tu l'expliques? Je sais pas, j'ai pas fait de psychanalyse pour Je savoir. comprends, c'est peut-être pas le but non plus. Hein. Mais non, je pense d'abord, c'est un peu une base, mais je pense qu'il faut le rappeler. Une des clés pour y arriver un peu dans la vie professionnelle, il faut bosser. Ouais, c'est sûr. Et donc, c'est vrai que moi, je me suis astreint à découvrir, à travailler, à apprendre. J'ai travaillé avec des gens assez forts qui m'ont transmis plein d'éléments sur le métier, savoir-faire, les clients, etc. Il faut beaucoup de curiosité. C'est-à-dire, ce qui est marrant dans notre boulot, c'est que tu vas au supermarché le samedi, au théâtre un autre jour, où tu regardes une émission de télé-réalité, et tu chopes des trucs qui vont t'aider à savoir... Qui vont te nourrir. Qui vont te nourrir sur le pouvoir d'achat, sur le design, sur les expressions créatives, sur les Bien références sûr. culturelles, sur les mots de l'époque, etc. Et donc, c'est un boulot dans lequel, en étant curieux, déjà, on fait une partie du travail. Je comprends. Et ça, c'est assez passionnant parce que notre métier il est à la convergence du commerce, de la culture, de la politique, des médias. Donc déjà, avoir cette curiosité-là, c'est quand même un atout pour on va Pour dire, développer goûter la à ce ambition, métier. quoi. Je comprends. On va revenir sur les questions un petit peu personnelles après, mais je pense que c'est intéressant du coup, vu l'actualité aussi, on sort des JO, de parler un petit peu d'Avas Event et toute la partie événementielle du groupe. Donc effectivement, avant de diriger Avas Paris, tu avais effectivement présidé Avas Event. Quand tu étais la tête du groupe, il avait doublé de volume à cette époque-là dans un marché qui est ultra concurrentiel. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'on double d'activité en 5-6 ans sur un marché aussi concurrentiel que l'événementiel? Et quand je suis rentré chez Avas Steven, j'avais un plan stratégique qui était franchement pas brillant, hein, qui était gagner plus, gagner mieux. Parce qu'on ne gagnait pas assez de compétition et on ne gagnait pas assez d'argent pour pouvoir investir, recruter des talents, etc. Bon, c'est un peu ce qu'on a fait. C'est-à-dire, on a essayé de bosser comme des malades pour rentrer chez de nouveaux clients, gagner plus de compétition, se développer à l'international. C'est là qu'on a gagné les premiers événements en Chine, le Michelin Challenge du Bain d'Homme à Chengdu, voilà, des opérations à New York, la Quality of Life Conference pour Sodexo. Donc on est monté d'un step sur l'international. Sur les typologies de sujets, on a lancé des activités dans les événements sportifs, dans les événements culturels, dans les événements de luxe. Et puis on a essayé de travailler la qualité. Et notamment, moi je pense qu'on a fait quelque chose qui a fait école aussi derrière, c'est qu'on a beaucoup investi sur les contenus. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'un événement, c'est une stratégie de contenu au départ. Un peu comme une émission de télé, c'est un script, l'écriture d'un contenu. Ben là, notre martingale, c'était un peu de dire on va faire l'événement pour une marque leader de sa catégorie. Elle saisit la question centrale, par exemple pour Sodexo, la qualité de vie, pour LVMH, les savoir-faire avec les journées particulières, pour Orange, l'innovation avec le chaud et l'eau. Donc on prend la question centrale de la catégorie et puis on va réunir tout l'écosystème, nos partenaires, nos clients, nos salariés, nos sous-traitants, et on fabrique l'événement de référence, et puis on le fait savoir à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on fabrique des contenus pour les réseaux sociaux, on fait des PR. Tu le fais rayonner, quoi. Voilà, tu fais rayonner. Bien sûr. Ça, ce modèle-là, la Quality of Life Conference, le Michelin Challenge du Bain d'Homme, les journées particulières d'LVMH, qui sont en plus des événements récurrents, qui reviennent régulièrement. Bien sûr. C'est devenu un peu notre martingale sur le marché. Et la réflexion que j'avais du coup par rapport à ça, quand du coup tu viens acquérir une crédibilité sur de l'international, donc ça vient de la cross-fertilisation du groupe qui a des opportunités business avec des clients où vous allez chercher avec des nouvelles propositions. Et je sais que tu travailles beaucoup aussi du coup avec Fred Beau qui était, qui est toujours d'ailleurs directeur aussi, un des directeurs chez Avas Event. Patron de la création. Oui, exactement. Et qui avait toute la partie du coup transformer des nouveaux éléments, des nouvelles technologies, venait amener un ingrédient hyper novateur aussi. Et c'est ça qui faisait aussi peut-être un peu la différence. Ça, c'est la chance que j'ai eue, c'est que moi je suis allé dans l'événementiel, je savais rien faire. Bien sûr. Donc la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait une équipe, et qui est toujours d'ailleurs formidable, avec des gens experts de la production, de la logistique, des contenus, etc. Et franchement, un mec génial qui est Fred, qui est un créatif comme j'en ai jamais vu, et qui est un peu à la croisée du théâtre et de la techno, quoi. C'est-à-dire des questions de mise en scène, des questions de storytelling, d'histoire, et des questions technologiques de son, d'image, d'XR, etc. Et ce croisement mise en scène et techno, c'est vraiment aussi une des marques de fabrique d'Avas Event,
et un peu de l'événementiel en France. Hein, Ouais, complètement. Voilà, donc ça, c'est assez distinctif. Vraie question, du coup, on va parler rapidement un peu des JO. On a déjà entendu beaucoup de choses sur les cérémonies, etc. Moi, ce qui m'intéresse derrière, du coup, justement, la cérémonie, c'est ton rôle à toi, en tant que DG d'Avas Paris, et comment est-ce qu'on gère, du coup, ce niveau de pression-là sur ce genre de rendu, et comment est-ce que ça s'est passé, quoi, tout simplement. Moi, je suis pas très stressé déjà Ok. dans la vie. D'une certaine façon, vaut mieux pour faire de l'événementiel parce que sinon, C'est sûr. si on dort pas de la nuit, C'est ça pas rend faux. la vie un peu infecte, C'est pas quoi. Non, ce qui est vrai, c'est que c'est un événement avec une date que tout le monde a en tête, dont on sait que on n'a pas le droit de se louper, qu'il y a 1,5 milliard de gens qui vont le regarder, et donc ça calme un peu, quoi. C'est-à-dire, on se dit, il faut tout mettre en œuvre pour être capable de réussir. Après, l'événementiel, c'est plutôt un métier où on prépare les choses, on répète, on fabrique, on démine les problèmes, on réduit tout ce qu'on peut réduire comme risque. Bien Et sûr. à la fin, Après, à la fin, il pleut ou pas. Ou beaucoup. La scène a un débit qu'on ne contrôle pas, et tout autre événement, du vent, une crise politique qui nous dépasse. Donc, t'étais dans les cellules de crise, t'étais dans la réflexion, comment est-ce que... en fait, pour gagner cet événement, et Ouais. l'organisation de cet événement, d'abord, on a monté un consortium. Ouais, Effectivement, bien sûr. Paname Tout 24. à fait. Donc, il y a 5 agences, Obo, Ibibéné, Double 2, Auditoire et Havas, qui se sont mis ensemble. On a créé une société, Paname 24. Et avec cette société, on a candidaté. Pour diluer le risque, du coup, j'imagine. Pour diluer, ça serait négatif, mais surtout pour multiplier la taille des équipes pour Bien être sûr. capable de le faire. Parce qu'aucune de nos agences, individuellement, s'est dit « je peux y arriver ». Et on a eu l'intuition que ces Jeux se passant en France, il fallait que ce soit une agence française qui le gagne. Mais une agence nous semblait trop petite. Par contre, l'équipe de France événementielle, avec 5 agences qui réunissent leurs forces, Je comprends. en création, en production, en management, en logistique, en back-office, c'est possible de gagner. Et on a gagné les cérémonies d'ouverture Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc c'est quand même C'est énorme. deux gros morceaux, dont la première qui était quand même énorme et qui cassait complètement les codes d'une cérémonie, parce qu'une cérémonie d'habitude c'est dans un stade, avec des exercices imposés, discours, hymne olympique, l'entrée des délégations, Bien etc. sûr. Et là, Thierry Reboul, qui est donc le patron de la communication et des événements du côté de Paris 2024, a une idée, je trouve, géniale, qui est de disrupter le Complètement. format classique des figures libres et imposées des cérémonies, et de tout faire ensemble, sur la scène, 6 km de parcours, pour aller du pont d'Austerlitz au Trocadéro avec le show final. Et Qui- dégrainer le long de ce parcours, dans lequel les athlètes pénètrent littéralement dans la ville sur des bateaux, 10 mètres, des chansons, des shows, de la danse, des arts, pour en faire un spectacle géant. Ça Et marchait très bien. Oui, C'était assez incroyable. C'était assez incroyable, bluffant. Enfin, pendant 3 heures, je pense que les 3 quarts des Français qui étaient devant sont restés coachés, alors qu'au début, ils avaient juste envie de jeter un œil et ils sont restés focus sur la télé. En tout cas, c'est l'effet que j'ai eu beaucoup autour de la moi. plus grande audience de la télé C'était française incroyable. de C'était l'histoire. c'était incroyable. Concrètement, sur la réalisation de la cérémonie des JO, par exemple, du coup, j'imagine que vous avez séparé les différentes scènes par agence pour qu'il y ait une partie chacun qui soit responsable. Non? Non. Qu'est-ce qu'Avas Event a géré, par exemple, Bah, concrètement? Avacen a géré tout et rien. C'est-à-dire qu'on a mis des équipes un peu partout. Ok. Et personne n'a dit Moi, je fais ça, moi, je telle fais ça. agence va prendre Ok. ça. Donc on a multiplié les équipes dans tous les compartiments Mais du en jeu. stratégie de communication entre les différents, ça devait Voilà. être Non, mais parce qu'en fait, on n'avait challengeant, pas non? de problème de complémentarité, on avait un problème de taille et de puissance. D'abord, nous, nos agences, il faut qu'on continue à les faire travailler. Pendant Ouais, ce temps-là. bien sûr. Donc, il fallait qu'il y ait des équipes qui continuent à faire bosser les agences avec les clients. C'est sûr. Et donc, on a réuni des équipes. On a aussi embauché plein de freelances parce que le marché de l'événementiel, c'est un marché où il y a beaucoup de freelances. C'est sûr. Donc, on avait la chance d'avoir recruté, franchement, quasiment les meilleurs dans chacune des catégories du jeu pour être capable de travailler tous ensemble. Et on a assumé que les dirigeants des agences se réunissent dans un board et règlent les problèmes de façon collégiale. Ok. Ça, je pense, c'est aussi une des clés de notre succès, c'est qu'on ne s'est pas dit, toi tu t'occupes de ça, moi je m'occupe de ça. On réfléchit aux problèmes ensemble, parce qu'un même problème regardé par 3-4 Plusieurs axes. différents, Bien sûr. ça permet souvent de le dépasser de Mhm. façon plus intelligente. C'est malin, je comprends. Et est-ce que tu as un imprévu, quelque chose qui te vient en tête, ce que vous avez dû gérer
soit sur la cérémonie, mais aussi chez Avas Event, dans ta carrière du coup de responsable à l'époque quand tu étais là-bas. Est-ce qu'il y a des situations où tu t'es dit vivement qu'on en rigole parce que c'est chaud, tu as eu des énormes pressions ou des couacs, quoi. Oui. Et comment on les gère? Voilà. Il y a un couac événementiel qui me revient en mémoire parce qu'il a été douloureux, mais d'une certaine façon, comme tu dis, c'est l'apprentissage de la vie. Moi, j'ai fait un événement, alors je m'en occupais pas directement, mais nos équipes ont fait un événement avec un dirigeant chinois qui a chuté en montant sur scène, ou en descendant de la scène plus exactement, sur une marche qui n'était pas très bien fixée au sol. J'avais entendu parler de et il a chuté. Et ça, du point de vue protocolaire, c'est une énorme crise parce que, en question de représentation, de dignité, etc., d'image, évidemment, il faut le gérer. Donc après, excuses, fleurs, mots diplomatiques, réunion de crise avec le client pour trouver les façons de changer nos propres process dans les futures collaborations avec eux, parce qu'évidemment, c'était un client international d'Avas. Et tu reçois un mail le lendemain en disant on ne va plus travailler avec vous, il y a eu on te met la pression, oui, il y a un il truc. y a ça, mais c'est plus compliqué que ça, c'est plus, et je pense que ça c'est tout à fait dans la culture chinoise, c'est plus, on va se réunir, on va regarder ce qui s'est passé, on va comprendre, donc enquête, audit, comprendre ce qui s'est passé. Pour une marche, hein. Oui, oui, mais parce que c'est une question qui a un impact d'image important. Oui, bien sûr. Puis, plan de travail à 1 an, ensemble, pour corriger les défauts de notre propre, parfois, contrôle qualité, fabrication, puisqu'en l'occurrence, c'était une marque qui était à bonne taille, mais qui avait été déplacée justement pour ça. Et du coup, là, il y a une vis qui n'a pas été mise au bon endroit. Travail d'amélioration. Et puis, en fait, ça s'est très bien passé. On a remonté la bande, on a refait plein de choses avec eux après, mais il a fallu en passer par ce moment où on redonne les clés de la confiance parce que c'est impossible d'avancer à moyen terme si on n'a pas expliqué ce qui s'est passé et donné les clés de confiance pour le futur. Ouais, c'est très dur. On peut mettre des années à construire une réputation, une crédibilité et une marche pour que ce soit hyper difficile à rattraper derrière, quoi. Tout à fait. J'imagine bien. On va parler un petit peu perso, du coup, si tu le veux bien. Derrière le DG d'Avas Paris, du coup, alors j'ai une vraie réflexion. Ça travaille combien de temps par semaine? C'est quoi ton rythme par semaine? Est-ce que tu fais 50 heures? Est-ce que tu fais 35 heures? T'estimes à combien d'heures à peu près par semaine? Je sais pas, je compte pas Okay. les heures. Je suis pas un fou du travail. Je sais pas si mon épouse voit ça, elle va pas trouver ça, trouver ça cool comme réponse. Mais j'aime mon boulot et donc j'y travaille beaucoup. J'essaye de sanctuariser les week-ends et les vacances parce que je pense que comme tout le monde, on a besoin de se reposer, on a besoin de breaker, on a besoin de faire d'autres trucs, on a besoin aussi de se nourrir. T'es marié, t'as des enfants? Je suis marié, j'ai 2 enfants. T'as 2 enfants, voilà. ok. Et tu t'arrives à trouver un équilibre? T'estimes que t'es assez satisfait dans ton équilibre que t'as aujourd'hui ou c'est compliqué? Je dirais que moi, j'ai l'impression, mais que je pense que c'est pas forcément le cas. Donc, si j'étais honnête, je dirais que non, je pense que il pourrait y avoir un meilleur équilibre, et notamment quand de temps en temps, sur des grandes opérations, des compétitions dont je parlais tout à l'heure, on est très déstabilisé dans les horaires, parce que les compètes, elles se font souvent le soir, la nuit, le week-end. Donc ça peut manger. Et puis parce que j'ai fait, dans les 2 dernières années, beaucoup d'opérations au Moyen-Orient. Déjà, ils travaillent le dimanche, pas nous. Donc, on adapte son rythme de travail à la rythmique du client. J'imagine. Donc, ça déstabilise aussi souvent les horaires. Et c'est pas pour moi, c'est pour l'ensemble des équipes qui travaillent. Mais je pense qu'il faut aussi faire attention. On a une responsabilité d'abord vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ses proches, à essayer de trouver un équilibre. Voilà, un équilibre. Longtemps, j'ai utilisé une petite maxime pour me sortir de cette question piège qui était je compense la quantité par la qualité, quoi. Moins fréquent mais plus intense dans l'éducation avec les enfants, etc. J'ai le sentiment d'avoir essayé de faire ça. Est-ce que j'ai bien fait? Je ne sais pas très bien dire. Chacun fait comme il peut. Chacun fait comme il peut, en exactement. essayant de composer intelligemment. Voilà. Je comprends. T'as un rituel le matin, enfin en gros, quand on sait qu'on tous les jours on est responsable de 600 personnes dans une entreprise, est-ce que t'as un rituel spécifique? Est-ce que ça mange quoi un DG avant d'attaquer une journée comme ça? Moi, j'aime beaucoup le petit déjeuner. Je comprends. Moi, je prends du thé avec du lait, une tartine avec du beurre et du miel, tu vois. Voilà. Donc ça, si j'ai pas fait ça, je suis moins d'attaque. Tu passes pas une bonne journée. Ouais. Je comprends.
J'imagine que du coup, responsabilité égale aussi compensation, forcément. Je me dois de te poser la question par curiosité. Ça gagne combien un DG d'un groupe de 600 personnes? Ouais, mais t'as raison d'essayer de poser la question, ça mange pas de pain. Non, je répondrai pas à cette question, mais pas parce que c'est un tabou ultime. Ça gagne assez bien parce que c'est des responsabilités, Bien sûr. du travail, et puis une grande partie de cette rémunération est liée aux objectifs. Et si on les atteint, on les a. Et si T'es on les lié à atteint- l'objectif du groupe, Alors c'est un important. peu, mais Ok. beaucoup l'objectif de l'agence. Mais Ok. il y a en gros 10% qui sont liés à l'objectif du groupe, et puis une grande partie qui est liée aux objectifs de l'agence. Ok. Les objectifs de l'agence, c'est la croissance, la profitabilité, mais aussi la créativité, gagner des prix, Ok, travailler la donc réputation. si jamais l'agence gagne des prix, du coup, t'es valorisé par Oui, ça. parce que Ok. on considère, et ça je pense que c'est quelque chose que le groupe Havas a saisi, et que nous chez Havas Paris on a pleinement saisi, c'est que gagner des prix, augmenter notre réputation, c'est augmenter notre attractivité des clients et des talents. Et l'année dernière, on a gagné 3 Lions à Cannes, et l'année d'avant, on a gagné le Grand Prix avec l'opération Anne de Gaulle. On va y Charles de revenir Gaulle après, on va en qui- parler qui- quand on voilà, sera qui sur transformait Anne de Gaulle. Tout à fait. Ça a complètement changé notre attractivité, notre réputation, notre capacité à être interrogé sur des compétitions. Et donc, c'est pas du tout, comme certains peuvent le penser, un concours de créativité dans un coin. C'est vraiment, pour reprendre les Jeux Olympiques, les médailles d'or, les records du monde de notre discipline à Cannes tous les ans au plan mondial. Et c'est absolument critique d'être prêt, d'y avoir travaillé et de montrer nos meilleurs travaux dans cette compétition internationale. Je comprends. Est-ce que tu ressens une pression à gérer 600 personnes au quotidien ou pas du tout? Ça glisse sur toi? Est-ce que tu ressens une certaine responsabilité? Oui, bien sûr, je ressens une responsabilité. C'était particulièrement vrai, par exemple, dans le Covid. Quand tu es en Covid et que tu as la responsabilité de salariés, est-ce qu'on va pouvoir les payer? Est-ce que les revenus vont bouger? Et puis du côté sanitaire, est-ce qu'on a des salariés qui sont malades? Est-ce qu'ils ont leurs proches qui sont malades? Comment ils peuvent s'occuper de leurs enfants et continuer à bosser beaucoup, moyen ou pas du tout? Enfin, voilà, cette responsabilité dans ces moments-là, Oui, c'est des humains derrière qui ont une voilà, vie, quoi, elle pèse. effectivement. Et moi, ce que je me suis dit, d'abord, je pense que dans notre business et dans la vie, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire, il faut essayer de faire le max, essayer et souvent de faire plus, parce que de temps en temps, en déplaçant les lignes, en faisant un peu plus, on peut améliorer les choses. Mais je veux dire, au bout d'un moment, quand on nous demande un truc en 48 heures, on met le maximum pour le faire. Et puis si on ne peut pas faire plus, on va pas non plus faire n'importe quoi sous prétexte de faire vite. Donc on essaye de rester calme. Et moi, ma philosophie, c'est que la transformation d'une boîte, en l'occurrence, c'est long. C'est-à-dire, je ne crois pas du tout à l'idée qu'on puisse retourner une boîte en 48 heures. Je ne crois pas du tout. En plus, plus elle est grosse, plus il faut forcément prendre le temps à la machine À d'évoluer. l'échelle Quoi. de la communication, on est un assez gros bateau. Alors, Bien il y a sûr. plein de petits vaisseaux dessus, plein d'avions qui peuvent décoller, revenir, mais c'est quand même un assez gros Clairement. morceau. Et je pense que pour la transformer, il faut se donner du temps. Et donc, mon sentiment, c'est que si on bosse, si on recrute des gens, si on met en place des offres, on a lancé le social, on a lancé le consulting, on a internationalisé l'event, etc., à ce moment-là, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça paye. Je comprends. Donc, la qualité, c'est un peu la phrase à la con, mais je pense qu'elle est vraie, c'est que quand on est obsédé par l'argent, on fait des conneries, quand on est obsédé par la qualité, on fait de l'argent. Ouais, c'est Donc, vrai. je pense que quand même, ça, c'est un bon driver, c'est le temps long. Être courageux sur la transfo de l'agence, des modèles, des réponses avec les clients, et investir sur la qualité, c'est-à-dire l'intelligence stratégique, de la créativité, des opérations fortes, quoi. Le nerf de la guerre, du coup, généralement, c'est aussi donc, le recrutement. J'avais lu qu'il y avait 60% des équipes qui étaient arrivées il y a moins de 4 ans chez Havas, donc c'est un groupe déjà qui est assez jeune. Ouais. Comment est-ce qu'on insuffle sa vision de la créativité et de la performance à ces équipes et comment est-ce qu'on inculque l'histoire de sa boîte qui vient de fêter ses 35 ans aux nouveaux qui arrivent en fait dans la boîte, quoi. Alors longtemps, j'ai cru, à titre personnel, je m'étais un peu donné ça aussi comme principe de management, que l'exemplarité, ça suffisait et que donc on bosse, on véhicule les valeurs, les méthodes, la façon d'aborder les sujets, et puis les équipes vont faire pareil. Et puis petit à petit, parce que la boîte est devenue plus grosse, et puis parce qu'il y a des managers qui eux-mêmes managent des gens, etc., on a voulu durcir un peu ce que c'était que notre méthode, notre modèle, notre approche. Et donc c'est vrai qu'à l'occasion de nos 35 ans, on a fait un livre avec Mayada et avec Benoît Lozé, le patron de la stratégie et du planning de l'agence. Et on a, dans un livre qu'on a monté avec les équipes de Society, essayé d'égrener 35 ans de l'histoire de l'agence,
35 ans de cas, de campagne, d'études, tu vois, une agence qui est née sous Mitterrand et puis qui va jusqu'à l'époque actuelle, et de regarder 35 ans un peu de l'évolution du capitalisme. Parce que dans ce bouquin, il y a... L'histoire du groupe va avec ça, en voilà, fait. il y a Bien les sûr. premières campagnes SIDA, il y a la privatisation des autoroutes ou de EDF, il y a Airbus qui devient la grande entreprise de référence européenne, jusqu'à KFC récemment, ou Anne de Gaulle. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est l'évolution de la société française et du capitalisme français sur 35 ans. Et du coup, tu l'as offert à tous tes salariés pour qu'ils puissent Bien se sûr. sensibiliser. C'est sympa. C'est très On sympa. l'a offert, on a organisé une soirée, on a organisé aussi un événement avec tous les salariés qu'on a appelé l'Inspiration Day, qui consistait aussi à partager notre vision, partager nos points de vue. On avait des invités aussi extérieurs pour les faire éclairer ou apporter un regard sur l'agence. Ok. Voilà, pour diffuser cette culture, parce qu'une culture, c'est un objet vivant, qui s'entretient, qui se nourrit, Complètement. qui bouge lui-même. On ne peut pas dire que l'agence a bougé énormément les 5 dernières années, et puis considérer que du coup, son modèle, ses cas de référence n'ont pas bougé. Donc ça, on bosse beaucoup là-dessus. On a fait une présentation il n'y a pas très longtemps sur les 10 cas qui ont marqué l'histoire de l'agence. Ok. On pense que connaître Airbus, connaître le Choello d'Orange, connaître les journées Complètement. particulières de LVMH, tous les salariés de l'agence devraient pouvoir le connaître les références, les techniques, parce que quand on réaborde un client, avoir cette grammaire-là en tête, ça change tout C'est sûr. dans la façon d'aborder la problématique. Donc, on avait parlé du Choello avec Tom Scalabre qui était venu du coup, qui était Ouais. responsable de chez Super Bien et justement qui nous présentait un petit peu tout l'enjeu de ce genre de shows qui sont hyper technologiques, qui sont totalement différenciants dans l'univers événementiel français aujourd'hui, quoi. Oui, et stratégique. C'est-à-dire que c'est l'époque où Orange fait face à une attaque sur les prix, notamment de Free. De Free, et des autres. complètement. Donc ils disent comment on peut justifier notre position de leader historique qui investit plus sur les réseaux, etc. Il faut qu'on montre qu'on a un saut technologique et une avance d'innovation supérieure. Donc on dit, on va faire un showcase comme Keynote d'Apple, exactement. d'Apple. Donc le patron vient sur scène, 45 minutes, il fait un speech très spectaculaire sur le pipeline d'innovation qu'il y a chez Orange. Et puis au bout de 45 minutes, les murs s'effondrent. Et ça ouvre les portes à un showcase où il y a 200 ingénieurs et commerciaux d'Orange qui présentent les innovations dont on vient de parler sur scène. Donc, ce n'est pas du tout juste un speech avec des shows en 3D, c'est en réel parce qu'après, on peut toucher, discuter, regarder les innovations avec les gens. Il y avait le show Idemia aussi qui était assez bluffant, sur lequel j'avais bossé en assistant de prod à l'époque avec Anne Roblin. Et effectivement, 24 vidéoprojecteurs sur des ailes en déco faites avec un rideau où les journalistes croient qu'ils sont qui sont spectateurs alors qu'en fait ils sont eux-mêmes acteurs avec un gradin mis sur scène à l'envers. Enfin, c'était hyper bluffant. Toute la conception de ces trucs-là, donc ça sortait... C'était une proposition faite d'Avas Event avec une créativité à la société qui a acheté le concept en fait. Totalement. Génial. C'est Fred Beau, le cerveau qui est derrière ça. Est-ce que tu as eu un moment de crise dans ta carrière c'est quoi si tu devais en choisir qu'un seul, ce serait quoi et comment est-ce que tu l'as géré? Moment de crise, on a eu plein de moments de crise. Je pense que, tu vois, perdre un grand client, Ouais. avoir effectivement un problème sur un événement, avoir quelqu'un qui est très important, qui démissionne et qui décide de partir. On a une suite de crises comme ça à gérer. Ok. Récemment, on a perdu un talent super et j'avoue que pendant 24 heures, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va faire quoi. Ouais. Et le manager avec qui je bosse là-dessus, il est revenu le lendemain, il dit bah, j'ai pensé à 2 solutions. Il est revenu avec des solutions, on a rencontré les gens, on a vu. Et dans les gens qu'on a rencontrés, on a trouvé quelqu'un qui allait reprendre une partie de ce qu'on faisait avant, plus développer Une autre partie. une autre partie. Donc je me suis dit, c'est un peu la phrase chinoise, dans toute crise, il y a une opportunité, mais c'est un peu vrai. C'est que c'est très déstabilisant parce que ça casse des habitudes, mais c'est quand même souvent l'occasion de re-regarder les choses différemment. On a fait aussi beaucoup de fusions dans l'agence. Il y a des fusions qui ont été super faciles, des fusions qui ont été plus difficiles. Mais une fusion, c'est souvent le moment où on se confronte à des talents qui viennent d'une autre agence, qui regardent les problèmes d'une autre manière. Et dans une fusion, on a l'habitude de dire, des fois, il y a un peu de casse. C'est vrai, de temps en temps, dans une fusion, il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans le projet et qui quittent le projet. Mais souvent aussi, quand 5 ans après, on fait le bilan, il y a 4-5 stars ou talents émergents qui ont pris des positions très fortes. Et ça, c'est assez beau aussi. C'est-à-dire que dans ces moments difficiles où ça cristallise, on ne sait pas très bien ce que sera l'équipe finale, il y a aussi beaucoup à retirer de ces moments-là. Tu as des peurs dans ton quotidien, dans ton métier en tant que DG? Il y a des trucs qui te font peur?
Licencier quelqu'un, par exemple, c'était déjà arrivé. Oui. Ouais. C'est pas tant que ça me fait peur, c'est que je trouve que c'est triste parce que c'est un échec. C'est un échec de l'agence et de la personne. Parce qu'une bonne relation, ça se construit à deux entre l'agence C'est sûr. et un talent. Et malheureusement, il ne faut pas du tout s'en cacher, ça m'est arrivé fréquemment de me séparer de gens. Alors, plutôt à l'amiable, mais Bien sûr. des fois ça peut être plus difficile. Mais voilà, parce que on oublie aussi que la séparation, sans faire d'angélisme, c'est parfois pas une si mauvaise nouvelle que ça. Quand quelqu'un n'est pas complètement adapté au job et que ça ne fit pas bien avec l'agence, franchement, pourquoi faire de l'acharnement thérapeutique alors que la personne, dans un autre environnement, sera formidable. Et Ouais, d'ailleurs, c'est c'est sûr. arrivé très fréquemment que des gens soient pas très heureux à l'agence et soient super heureux ailleurs, et l'inverse, que des gens n'étaient pas très bien positionnés dans une boîte, sont Bien venus sûr. chez nous et se sont pleinement révélés. Est-ce Donc ça, c'est pas facile, mais je pense qu'il faut d'abord... c'est le rôle du dirigeant de le faire. Il ne faut pas déléguer ça à la direction des ressources humaines seulement ou à des managers de proximité. C'est aussi le rôle des top managers de le faire. Il faut l'expliquer, y compris, ça peut arriver que ce soit pour des raisons économiques, mais c'est très rare. Nous, on essaye, quand on se sépare de gens, que ce soit que lié à la qualité. Mais bon, de temps en temps, ça peut arriver. Vous Puis, mais il y perdez, a de l'humain aussi. En fait, voilà, vous ça perdez peut un pas gros marcher. budget, il y a 10 personnes qui bossent Oui. dessus. Si vous avez du bol, vous arrivez à les recaser. Puis des fois, c'est pas possible. Et puis, moi, ce que je dis aussi au CSE, on a souvent ces discussions-là, on recrute entre 60 et 80 personnes par an. Donc, évidemment, de temps en temps, on se sépare de gens. Mais on se dit, c'est bien de ne pas nous envoyer des tomates quand on, malheureusement, se sépare de quelques personnes. Si on en recrute 80, on n'a pas non plus de laurier de gloire. Donc, notre boulot, c'est d'animer une dynamique. Et cette dynamique, ben, ça, j'y tiens beaucoup, elle est autant basée sur l'importation dans l'agence de talents nouveaux qui vont nous bousculer, nous challenger, que la promotion interne de talents qui montent. Si vous ne faites venir que des gens de l'extérieur, vous désespérez Billancourt. Et si vous faites que de la promotion interne, vous entretenez un peu une secte autocentrée. Donc je comprends. pense que l'équilibre, il est quand même dans les deux tensions, quoi. Ok. On va parler un petit peu d'Avas Paris. Ouais. Maintenant, niveau de culture d'agence, pour bien différencier Avas Paris d'autres sociétés de communication, si on imaginait qu'Avas Paris ait un super pouvoir de la com, ce serait lequel? Immodestement de changer le monde, tu vois. Rien que ça. On a réfléchi un peu à notre motto, on le dirait pas à l'extérieur, mais là, en toute intimité, Mais on peut en bien sûr. parler, bien sûr. C'est un peu changeons la vie, c'est-à-dire, nous, quand on essaye de faire des campagnes de pub, de faire des événements, des campagnes PR, on se dit quelque part, tiens, si ça peut aider à changer les comportements pour du mieux, à faire regarder la société de façon plus positive, à essayer d'améliorer les choses, surtout dans un monde fragmenté comme celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec une France qui est quand même très éclatée entre les communautés et les territoires, Exactement. et dans un monde environnemental qui est quand même Polarisé de plus en plus, grand quoi. danger. Ouais. Donc, immodestement, on a l'ambition de donner à la communication un super pouvoir de changer la vie. On sait que c'est complètement fou et que c'est utopiste, mais d'une certaine façon, ça nous fait du bien d'avoir cette utopie-là parce que si je fais un petit pas de côté, je pense que cette crise écologique, elle met en question la carrière de publicitaire. C'est-à-dire que les gens qui ont une vingtaine d'années, s'ils se disent aller bosser dans la pub, c'est faire la pub pour des t-shirts achetés en Chine, arrivés par bateau et C'est achetés qu'on a à raté 2,50 quelque chose. €, franchement, ils vont pas du tout avoir envie de faire ce métier-là Ouais, et c'est ils sûr. n'auront pas tort. Nous, la réalité, c'est qu'on travaille pour Saint-Gobain qui fait des conférences sur l'habitat, qui est la clé de la transformation écologique. On accompagne Carrefour qui, quand il décide de passer au bio, passe de 10 références à 3000 références en très peu de temps. On accompagne La Poste qui, sur le territoire, crée du lien entre les gens, apporte de la nourriture à des habitants quand ils vivent vieux chez eux, permet à des entreprises d'exporter depuis Hendaye jusqu'à Shanghai. C'est-à-dire, nous, on travaille au quotidien pour des marques qui travaillent ce tissu social, sociétal, environnemental. Qui Et- embrassent leur challenge sociétal. Ouais. Et sans com, on n'embarque pas les gens. Je comprends. Donc, nous, on est persuadés de ça, et d'une certaine façon, heureusement, sinon on ne ferait pas ce boulot. Mais on a une responsabilité, c'est de le faire avec cette exigence, cette éthique, parce que sinon, franchement, on peut se dire que la publicité pourrait tomber du côté obscur de la force. Oui, c'est d'utiliser quelque chose qui peut être... enfin, on est dans une surmédiatisation au quotidien. On voit des pubs toujours, je sais plus combien, mais c'est 300 000 par an, je crois, qu'on a de pubs devant les yeux. Donc effectivement, comment on se différencie là-dedans? C'est assez compliqué à se différencier et d'avoir un but sociétal là-dedans. Il faut trouver un peu un alignement dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais quoi. parce que la pub, tu disais, elle a un super pouvoir.
Moi, je pense au moins pour 3 raisons. C'est-à-dire, d'abord, on ne va pas changer le monde uniquement avec des taxes et des normes. C'est sûr. Donc, si on veut que les gens considèrent que la voiture électrique, c'est cool, si on veut qu'ils considèrent que l'investissement socialement responsable, c'est cool, bah, il faut le rendre sexy. Voilà. La deuxième chose, c'est que moi, je pense que les marques produire des contenus pour informer les citoyens pour qu'ils fassent des choix éclairés. C'est-à-dire, si tu es EDF, tu as, je ne sais plus combien ils sont, 150 000 personnes, peut-être que tu as un point de vue sur l'énergie, les choix énergétiques, qui est plus étayé qu'une petite assoce avec 3 personnes. Donc, Forcément. moi, je pense que ces grandes marques-là, elles ont intérêt à mettre de l'information, du contenu, des vidéos, des podcasts auprès des consommateurs. Puis après, ils les écoutent et puis ils font des choix plus éclairés. Et puis, je crois aussi beaucoup à un troisième levier de la com, qui est l'idée des rôles modèles. C'est-à-dire que nous, on fait beaucoup de communication d'influence auprès de dirigeants pour les mettre en avant. Regardons ce que fait le dirigeant de Crédit Mutuel, ce que fait la patronne de Veolia. C'est-à-dire des gens qui courent devant et qui embarquent toute la catégorie derrière ou qui font bouger les lignes quand Crédit Mutuel décide de faire le dividende sociétal, c'est-à-dire de réserver une partie de leurs revenus à des investissements pour le futur ou à des grandes causes ou à de l'intérêt général. Ils inventent un nouveau modèle de réponse au partage des richesses. Donc, il y a des gens qui courent devant comme ça. Si on communique sur ces solutions, on fait draine bouger le marché dans le bon les sens. points de Quoi. vue. Je comprends. Et c'est effectivement un super levier, la communication, pour pouvoir rendre ça sexy, comme tu le disais à juste titre. Si on devait retenir une campagne de communication d'Avas Paris qui a marqué la pop culture, ce serait laquelle ? Qui a marqué la pop culture, rien que ça. Ouais, waouh. C'est en tout cas où tu t'es dit, c'est ça l'impact qu'on a envie de laisser. Écoute, non, mais dans les campagnes très récentes, je suis très fan. En plus, j'ai rien fait du tout dessus de la campagne Paris Match qu'on a faite parce que je trouve qu'elle est totalement dans cette pop culture. C'est-à-dire qu'elle, je sais pas si tu l'as vu. C'était les 75 ans du journal, voilà, c'est ça ? Elle valorise les archives photographiques, le fameux choc des photos de Paris Match. Avec des images d'aujourd'hui, effectivement, on voit Taylor Swift et Simone Veil. Enfin voilà, on mélange des profils pour montrer la continuité de la place de la marque dans sa capacité à écrire l'époque tout au long de ces 75 dernières années. Et en plus, elle a cette force de l'affichage ou de la presse, c'est qu'elle a un impact très premier degré, très clair, très puissant. Il suffit de la regarder. Elle est très élégante pour comprendre embarquer et rentrer dans l'histoire. J'aimais bien aussi l'histoire du coup de l'aéroport, effectivement, Anne de Gaulle dont on parlait juste avant, où il y avait du coup la promotion de l'aide contre la trisomie 21 parce que la fille de Charles de Gaulle était trisomique et peu de gens le savent. Bah, c'est une OP qui est vraiment magique pour nous parce que bon, c'est avec cette opération qu'on a gagné notre premier Grand Prix à Cannes. Et c'est vrai que c'est une OP un peu folle. Quand les créatifs sont venus, ils ont dit bah, on doit faire la promotion de cette association, Anne de Gaulle. Qu'est-ce qu'on fait ? Et ils ont dit bah, tiens, et si on transformait l'aéroport Charles de Gaulle pendant une journée en aéroport Anne de Gaulle ? Ils ont changé les écriteaux et tout ? Voilà. Et c'est ça, le truc un peu fou avec Avas Paris, c'est que quand on dit cette idée-là, elle devient possible. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui ont changé les panneaux sur l'autoroute A1 quand on y arrive. Bienvenue à l'aéroport Anne de Gaulle. Quand on arrive sur le fronton, une hôtesse de l'air dans un vol Air France, bienvenue à l'aéroport Anne de Gaulle. Les tickets des zones de bagages, etc. Un ministre qui vient sur les lieux. Et tout d'un coup, le truc prend une ampleur folle parce que c'est devenu une idée physique. C'est la raison aussi pour laquelle je crois beaucoup aux idées et à l'événementiel. C'est que quand les idées se passent vraiment, elles touchent les gens, elles embarquent les gens. Et ce qui est intéressant dans le cas d'ADP, c'est que, honnêtement, et je ne trahis pas l'entreprise en disant ça, ils n'étaient pas complètement prêts à l'accueil des handicapés. D'ailleurs, les Jeux Olympiques ont été un challenge pour eux qu'ils ont très bien relevé sur l'accueil des sportifs handicapés. Donc cette campagne, c'était presque autant une prise de conscience interne pour dire, on sait qu'on a ce sujet, on n'y est pas complètement. Et à partir de cette prise de conscience, ils ont fait plein de choses sur l'accueil, effectivement, de publics handicapés de plein de sortes. Et donc, c'est pour reboucler avec ce qu'on disait juste avant, là où c'est beau, c'est que la communication, elle fait prendre conscience et elle fait bouger les lignes. Donc, si déjà on a contribué à notre modeste échelle à faire ça, c'est déjà bien. On se couche un peu plus content le soir. C'est normal. Et est-ce que tu fais encore des pitchs, du coup, devant des clients en présentant nos concepts ou plus du tout ? Tout le temps. Tout le temps, c'est vrai ? C'est mon péché mignon. J'allais dire, est-ce que tu avais un move signature pour l'emporter spécifique ? Changer pour rester vous-même. Non, mais il y a, je veux dire, c'est le rôle des dirigeantes et dirigeants d'agence. Ça dépend, le sizing parfois. Enfin, après,
tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Moi, je crois effectivement que c'est toujours bien d'être proche de ses clients, déjà pour reprendre les feedbacks et pour pouvoir s'orienter. Non, Et puis voir surtout, comment ça- si tu diriges une activité et que tu vois pas de clients, C'est sûr. tu dis assez vite des choses un peu décalées de la réalité. Tu vois pas les tendances. Ça veut dire, il y a 5 ans, les clients ils parlaient pas de TikTok. Aujourd'hui, c'est dans tous les briefs. Si tu vois pas les clients, tu es beaucoup moins fin sur le métier. Complètement. tout J'allais te simplement. parler justement de TikTok. Pour toi, c'est un vrai nouveau canal pour les marques ou c'est juste un gadget? Non, c'est un vrai nouveau canal. Franchement, c'est devenu un canal mainstream. Mais est-ce que vous l'appréhendez? Enfin, est-ce que tu le fais sur tes campagnes, etc. Est-ce que tu crois qu'il y a un vrai levier d'influence à travers, au-delà de la jeune génération? Enfin, tu vois, Il y a comment est-ce que 10 tu ans, l'appréhendes? j'avais fait une interview où j'avais dit Facebook, c'est le nouveau TF1. Aujourd'hui, je pourrais dire TikTok, c'est le nouveau Facebook. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est devenu un moteur de recherche pour le voyage. C'est devenu Ouais, c'est vrai. une des meilleures plateformes pour faire de la com marque employeur. Quand tu penses qu'il y a 4 ans, les gens disaient on n'est pas sûr de y aller. Aujourd'hui, non seulement ils y vont, mais ils y traitent de sujets stratégiques. On y fait Ouais, de je la com comprends. corporate et de la marque employeur sur TikTok, pas seulement des tendances ou de la vente de... Nous, on bosse pour Andros. Évidemment, on présente des recettes, des parfums, etc. Mais on y fait aussi des choses qui étaient d'habitude réservées à des médias plus corporate. Donc c'est ça qui est passionnant sur TikTok. Ça a pris une place folle. Hein. Je comprends. Deux petites questions encore sur Avast Paris. S'il y avait, enfin, Avast Paris est sur la communication au sens général. Est-ce que tu aurais un pitch parfait pour décrire la communication dans 10 ans? En gros, est-ce que tu vois un peu où nos métiers nous emmènent dans les prochaines années? Est-ce que tu peux me le faire comment on dit, synopsis de blockbuster? Je vais y arriver. Waouh! Waouh, Waouh. c'était une grosse pression. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, Presently on Prison Break. je pense que la communication existera dans 10 ans si elle a montré qu'elle est utile sur les changements profonds de la société, c'est-à-dire en gros aider à conserver notre planète dans un état vivable, préserver les ressources et faire en sorte que les gens puissent vivre relativement harmonieusement ensemble. Si la communication contribue à ça, elle sera vitale. Si elle passe à côté de ça, elle sera balayée. Et inutile, au final, quoi. Ouais, je comprends. Il n'y aura pas beaucoup de gens pour faire une manif dans la rue pour défendre les publicitaires. Hein. Donc je pense qu'il faut qu'ils se défendent eux-mêmes et qu'ils se transforment eux-mêmes. Oui, peut-être d'en faire moins et d'en faire mieux aussi. C'est peut-être ça aussi, quoi. Bien sûr. Et tu sais, on citait tout à l'heure la voiture électrique. 60% des publicités d'automobiles sont sur la voiture électrique et ça ne représente que 15% du marché. Donc déjà, la publicité, elle est en avance de phase pour faire bouger les comportements. Après, on est dans une injonction énorme qu'on a en ce moment, qui est fin du monde, fin du mois. C'est-à-dire les marques et les consommateurs sont tiraillés entre faire des choix vertueux, aider une économie plutôt de la valeur, plutôt du long terme, plutôt du made in France, etc. Et l'inflation. Le fait de ne pas avoir l'argent pour le faire. Fin du Ouais. mois, être pas capable de prendre du plaisir, de partir en vacances, de s'occuper dignement de soi, de sa santé, etc. Donc, Et comment est-ce qu'on y répond, du coup, à ces on sujets-là? essaye de trouver avec les marques, et on a beaucoup de marques qui sont dans ce segment-là. Les grands distributeurs font ça, les grandes marques de services font ça, les grandes banques font ça. C'est d'être à la fois une marque qui défend la valeur, la capacité à produire des investissements de long terme, la capacité à défendre le bio, la qualité, et l'accessibilité. Les marques qui ne mènent pas le combat du prix, le combat de l'accessibilité, alors, sauf dans certains segments très particuliers, mais en tout cas dans le secteur, on va dire mainstream, prennent le risque d'être déclassés parce que y a un énorme problème d'accessibilité prix et services en France. Hein. C'est sûr. C'est quoi tes ambitions pour l'avenir, personnellement, déjà? Personnellement, Ouais. j'ai l'ambition d'essayer de continuer de m'amuser C'est important. et d'apprendre des autres. Un des trucs qui m'amuse le plus chez Avast Paris, c'est qu'il y a plein de gens très forts, et en tout cas plus forts que moi, dans plein de catégories. Donc là, on a recruté, par exemple dans le social, on a recruté le patron de création de Fred Farid, un des DG de Reputation Squad, un des patrons de We Are Social il y a quelques années. Moi, quand je discute avec eux de social, j'apprends des trucs. C'est sûr. On a recruté des gens formidables dans les contenus, qui viennent de plateformes, un jeune talent aussi formidable là-dessus. J'apprends. Quand je discute avec les gens du digital, de la communication financière, de la marque employeur, on a une fille qui fait que de l'employé advocacy à l'agence. Quand elle me raconte ce qu'elle fait, j'apprends des trucs. Donc moi, ce qui me plaît dans ce boulot, c'est d'être une plateforme de talents, communauté de talents, qui, en interagissant, s'enrichissent et progressent. Ça allait un peu avec ma question de savoir quelles étaient tes ambitions pour l'avenir pour le groupe cette fois-ci. Effectivement, ça va un petit peu là-dessus. Tu penses
acquérir de nouveaux clients, tu as des nouvelles réflexions de stratégie, de développement à l'international sur des sujets dans lesquels tu n'es pas encore. Oui, alors, l'international, on y croit beaucoup et je pense pour Avas Paris, on en fait dans notre portion d'activité. Et ça, Ok. c'est à la fois faire des développements, faire des compétitions, recruter des gens. Il faut plus de talents internationaux. On a fait venir des gens avec plus de diversité culturelle ou d'origine. Et puis, parfois, envoyer des équipes dans certains pays. On l'a beaucoup fait dans des pays d'Europe de l'Est. Ça fait 20 ans qu'on travaille en Ukraine, par exemple, qui est un pays dans lequel Ok. on a beaucoup investi depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, on le fait en Arabie Saoudite, enfin, dans plusieurs pays dans le monde où on pense que ça peut valoir le coup d'exporter les savoir-faire d'une grande agence française. Il y a des métiers dans lesquels on se considère de classe mondiale. On a parlé L'événementiel, on entend. les JO sont la plus belle campagne de publicité mondiale de la filière événementielle française. Après, comment est-ce que tu fais quand tu travailles en Arabie Saoudite? Est-ce que tu t'appuies sur des prestataires locaux ou est-ce que tu t'appuies sur tout un savoir-faire français que tu ramènes avec toi? C'est toujours les éternelles questions aussi, quoi. Les deux, mon capitaine. C'est pas que je veux pas répondre, mais la bonne solution, c'est le fameux glocal. C'est-à-dire, il y a la nécessité dans pas mal de pays, dont celui-là, de développer une filière locale, de recruter des gens, de former des gens. Former surtout, d'investir, effectivement. etc. Ouais. Et il y a le désir d'agences de référence de classe mondiale qui ont fait des grandes campagnes, des grands événements, des grands logos. On a gagné l'identité visuelle d'Aloula il y a 6-7 ans, le site culturel touristique en Arabie. C'était deux agences anglaises contre une agence française, Ok. une agence américaine. Ah, t'es en compétition contre des agences internationales Voilà. aussi, du coup. Parce Donc, que les sont... sur certains de ces métiers-là, on vient chercher les agences leaders mondiales. Tu vois un décalage entre les réponses d'un groupe français et les réponses d'un groupe anglo-saxon, par exemple? J'espère, je vois pas trop leurs réponses parce que je suis pas dans leur dossier, mais il y a une sensibilité française. Et c'est ça qui est très plaisant, c'est que on est reconnu sur certains aspects du métier du design, et ce qui a été fait par Havas et son agence W. Conrad à l'occasion des Jeux Olympiques, Complètement. est fantastique. On a fait tout le design depuis le logo, enfin pas le logo, mais la charte, le langage de marque et les friges, donc tout le langage de design, et ça c'est extrêmement réputé à l'international. L'événementiel, on a une patte en termes de mise en scène. C'est On sûr. parlait tout à l'heure du pas de côté de la cérémonie d'ouverture. Les Français regardent les problèmes événementiels avec un pas de côté différent Depuis. des grands anglo-saxons, C'est sûr. d'autres métiers. En publicité, c'est le cas aussi. On voit la France monter à Cannes. BETC a été classé meilleure agence au WARC. Publicis a eu meilleure agence à Cannes l'année dernière. Donc les grandes agences françaises prennent de plus en plus de place. Nous, on était dans le top 5 dans les 2 dernières années. Et la France grappille des places en ranking pays de réputation publicitaire mondiale. Donc, on a une carte à jouer. Il faut être courageux. Il faut oser. Créatif aussi. Créatif. Et puis, il faut avoir une petite dose de prétention, mais dans le bon sens du terme. Je pense que... Tu me parlais de dossier Nour, on a parlé un peu en amont, et puis du dossier Nour à Riyad, du coup, effectivement, qui va un peu dans cette logique de challenge et d'ambition. Un peu, Ouais, non? ça, c'est sûr. C'est quoi? C'était un énorme show de drone. Tu peux nous en parler un petit peu? Le Nour Riyad Festival, Ouais. c'est un festival d'art contemporain Ok. qu'on a fait 2 années de suite à Riyad, qui consiste à mettre des œuvres d'art contemporain basées sur la lumière, Ok. un peu à cheval entre le Festival des Lumières de Lyon et la Biennale de Venise, quoi. C'est des œuvres d'art contemporain placées dans la ville, totalement dans le domaine public, et les gens déambulent et passent entre 3, 4, 5, 10, 15 œuvres d'art. Ok. On a fait ça dans 5 endroits dans la ville, une centaine d'œuvres d'art, mais qui vont de Daniel Buren à Carson Holzler, enfin, Ok, trop Chris bien. Levine, et beaucoup d'artistes saoudiens et beaucoup d'artistes internationaux. Et ça, c'est un pays qui se dit la culture, et la culture dans la ville, c'est un levier de transformation de la réputation, de l'image, de l'attractivité. Et alors là, pour faire ça, il faut 150 personnes à temps plein basées là-bas pour monter le programme, faire de la production, des curateurs artistiques, Jérôme Sens notamment, l'ancien patron du Palais de Tokyo à Paris pour faire le head curator, et une machine de guerre de production, de mise en œuvre. Mais c'est assez dingue parce que c'est des projets comme on en voit Rarement, très quoi. peu en Europe et en France en particulier. Ah, c'est des beaux challenges, en tout cas. Ouais. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de mes questions. Est-ce que tu avais des réflexions, des choses à rajouter? Tu n'es pas obligé. Il n'y a pas de mauvaise Non, réponse. je veux juste te dire que je crois beaucoup au podcast Ok. et je crois beaucoup à la force de la voix et je crois beaucoup au contenu. Et donc, je suis très content de venir et de répondre à tes questions parce que je pense qu'il
et on est partenaire du Paris Podcast Festival depuis 6-7 ans à l'agence depuis sa création, qu'il y a une qualité d'écoute, une qualité de l'intimité de la relation et une capacité à aller dans des formats longs en profondeur pour rentrer dans des sujets qui me plaît beaucoup avec le podcast. Donc j'espère que ça intéressera quelques-uns de tes auditeurs. On espère que ça intéressera. Et puis dans tous les cas, c'est avoué à pouvoir en refaire un prochain sur une prochaine édition aussi. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés aussi sur YouTube. On intégrera les vidéos et les éléments dont on a parlé sur la partie podcast vidéo. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions à Julien en commentaire si jamais vous en avez. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine interview Very Backstage. Merci beaucoup.